Bonjour à tous, bienvenue sur ce rendez-vous Oxygène. Donc, je suis Benjamin Coignet, directeur adjoint de Trajectoire Ressources. Donc, Trajectoire Ressources est une association régionale Bourgogne-Franche-Comté qui est un centre ressources pour la politique de la ville depuis un peu plus de 15 ans. Nous sommes une équipe de 7 personnes entre Montbéliard, Besançon, Dijon pour nos sièges et puis nos activités. Nous avons toute la grande région autour de l'activité de la politique de la ville. Donc, ravi de vous accueillir pour ce rendez-vous Oxygène. Alors, moi, je vais être vraiment très court. C'est juste pour vous dire un petit peu quel est le concept de ces rendez-vous en visioconférence. En fait, on a souhaité, au moment de la crise sanitaire, c'est là que ça a pris naissance, se donner des moments d'observation des dynamiques sociales dans les quartiers. On manquait d'observation, on manquait de lien avec la réalité. Et donc, on s'est dit, faisons des visioconférences pour savoir ce qui se passe. En gros, c'était ça l'idée. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers au moment de la crise sanitaire? Et puis, ce concept, il est resté. Donc, on l'avait appelé Oxygène. C'est un Oxygène. Ce concept est resté. Et puis, voilà, lorsque l'on a envie de faire découvrir une certaine grille de lecture sur ce qui se passe dans les quartiers, eh bien, on a ces rendez-vous Oxygène qui durent environ 1h30, 2 heures. C'est plusieurs fois dans l'année. C'est quand il y a quelque chose d'intéressant à traiter. Donc, on a abordé plein de sujets depuis la crise sanitaire. On a évoqué les discriminations, on a évoqué les projets de jeunes durant l'été, on a évoqué le sport, on a évoqué la culture. Bref, plein de sujets. Et donc, Marie-Pascale Guyon nous a proposé un petit rendez-vous. Donc, je vais la laisser développer. Voilà, donc encore une fois, merci à tous d'être présents. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le sujet et puis s'aérer. L'idée, c'est de s'aérer, s'oxygéner en écoutant des chercheurs, des observateurs, des porteurs de projets et puis pour prendre un peu le pouls de ce qui se passe dans les quartiers. Voilà, je ne ferai pas plus long. Merci en tout cas. Merci Benjamin. Donc, je suis Marie-Pascale Guyon, je suis enseignante au département carrière sociale de l'IUT Nord-Franche-Comté. Et il se trouve que nous démarrons cet après-midi l'édition 2023 du projet Université des familles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé donc à Trajectoire Ressources de créer un événement commun sous le format que Benjamin vient de vous présenter, donc sous le format d'un oxygène, sur les questions de la relation avec les familles, de la relation avec les parents, que ce soit à l'échelle des relations école-famille, que ce soit à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle de la société. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif de ces sujets-là. Le dispositif Université des familles, c'est un dispositif qui est porté par une année de formation, c'est-à-dire par la licence professionnelle intervention sociale, donc des étudiants qui sont, on va dire, en 3e année d'études dans le champ du social. Et il existe une spécialité unique en France à Belfort qui s'intitule Éducation familiale et implication dans la cité. Donc, bien entendu, la place, le rôle des parents a toujours été très présent dans ce dispositif. Et c'est un dispositif qui permet sur une semaine des rencontres originales autour du soutien à la parentalité. Et ces rencontres réunissent bien sûr les étudiants, des professionnels, des chercheurs, des parents, des élus. Et cette année, nous sommes sur une thématique resserrée autour de l'éducation à visée émancipatrice. La question de la jeunesse, notamment sur les quartiers, pose énormément de questions. On est vraiment dans des temps où ces questions sont très, très présentes et on a voulu mettre en lien cette question avec les rôles parentaux. Et voilà, c'est d'où la thématique de cette année. Donc, connectés avec nous, nous avons 19 étudiants qui représentent la promotion de cette licence professionnelle. Donc, je les salue pour leur présence et je remercie toutes et tous d'entre vous qui sont participants et donc qui sont connectés pour cet événement. Je vais juste vous partager quelques règles de fonctionnement. Il est plus confortable que vous puissiez couper vos micros et de le libérer quand vous souhaitez poser une question. Ou participer au débat. Quand vous avez une question et que quelqu'un est en train de parler ou qu'un intervenant est en train de faire une présentation, vous pouvez utiliser le petit bouton pour lever la main et Benjamin et moi serons en veille pour, à la fois dans le chat ou à la fois via ces petites mains levées, récupérer et vous donner en tout cas la parole sur les questions ou sur les échanges que vous souhaiterez nous partager.
Donc ça, c'est pour les règles de fonctionnement. Je pense que Benjamin, j'ai pensé à tout, je pense, sur ces règles-là. Alors, je vais vous présenter les deux intervenants qui vont démarrer cette visio oxygène. Donc, nous avons invité, je les remercie chaleureusement, Madame Annie Lannes, qui est enseignant-chercheur en sociologie de l'éducation. Elle est au laboratoire C3S, donc le laboratoire qui est basé à Besançon, qui est le laboratoire culture, sport, santé et société. Et dans un deuxième temps, nous accueillerons pour un exposé introductif M. Paul Gauthier, qui est directeur du pôle cohésion sociale et éducation de la commune de Grand Charmont. Et pour ceux qui sont connectés, je crois qu'ils sont nombreux et qui ne sont pas de la région, Grand Charmont est une commune du département du Doubs. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps de donner la parole à Madame Lannes pour une durée d'environ 20 minutes, ensuite à Monsieur Gauthier pour une durée d'environ 20 minutes aussi, et ensuite nous aurons 40 à 45 minutes d'échange, de débat et de circulation de nos… Enfin, on va tenter de faire circuler au maximum vos avis, vos partages d'expérience et vos réflexions sur le sujet. Annie, si tu veux bien, je te donne la parole. Alors, je vais un peu rythmer ton intervention par 4 grandes questions. Donc, la première question qui se pose à toi est celle de nous expliquer tes sujets de recherche. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, c'est bien, ok. Donc, je renouvelle mon bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir aussi invitée. Alors, pour être tout à fait complet, Marie-Pascale et moi, notamment, nous connaissons depuis déjà pas mal d'années. Et effectivement, je participe aussi à l'événement dont Marie-Pascale a parlé, l'Université des familles, puisque j'enseigne moi aussi à l'IUT Nord-Franche-Comté, carrière sociale, notamment. Voilà, pour être complet et ne pas, comment dire, indiquer aussi effectivement d'où je peux parler. Donc, pour répondre à ta question, Marie-Pascale, alors effectivement, je suis maître de conférence en sociologie de l'éducation et les travaux que je mène s'intéressent aux dynamiques éducatives susceptibles de favoriser la réussite scolaire et éducative. Donc, la réussite, effectivement, scolaire et éducative m'intéresse et je vais étudier un certain nombre de terrains qui peuvent être très variés. Ce peut être effectivement dans le cadre de l'éducation nationale, mais aussi des dispositifs ou des espaces d'éducation populaire, mais aussi dans le cadre de l'éducation familiale. Alors, je m'intéresse à ces sujets selon, on va dire, 3 approches qui se complètent. Selon un premier axe, mon attention se porte sur les dispositifs conçus pour favoriser la réussite, la persévérance, le réaccrochage scolaire et éducatif. Donc, dans ce cadre, les dispositifs que j'étudie qui m'intéressent sont ceux qui vont faire, on va dire, réussir des publics plutôt vulnérables, des engagés, voire des affiliés. Alors, je vous donne peut-être un exemple. En 2018, j'ai participé à un travail qui avait été demandé par le rectorat de l'Académie de Besançon dans le cadre d'un programme qui s'appelle les laboratoires de la persévérance. On entend la persévérance scolaire. Qui permettait d'analyser des expérimentations menées par des collègues enseignants pour lutter contre effectivement le décrochage et surtout renforcer la persévérance scolaire des jeunes. Donc, ce sont des travaux d'analyse. Personnellement, j'aime beaucoup avoir relation avec le terrain, donc on travaille de concert avec les collègues ou les professionnels impliqués, de manière à pouvoir renvoyer aussi un certain nombre de choses et que ça leur soit également profitable, avec, enfin, sans prétention, mais c'est cette idée-là qui me semble être tout à fait intéressante. Donc, dans le cadre de cet exemple, bien sûr, ça a donné lieu évidemment à un rapport. On a même monté une journée d'études qui a permis d'élargir aussi les horizons de réflexion des acteurs. Donc, ça, c'était le premier axe, analyse, on va dire, donc, des dispositifs qui favorisent la réussite. Deuxième axe, je m'intéresse plus particulièrement aux effets des pratiques et des compétences éducatives des familles
sur le développement de l'enfant et sa réussite scolaire et éducative. Donc, j'avais commencé mon travail en m'intéressant aux parents enseignants, dans la perspective d'étudier les conditions effectivement de la réussite, notamment de leurs enfants qui au secondaire est maintes fois prouvé. Et aujourd'hui, je m'intéresse bien sûr aux pratiques des familles les plus à distance de l'école, de la même manière, si je puis dire. Alors, elles sont distantes de l'école de plusieurs façons, hein, soit culturellement, soit socialement, soit leur histoire de vie. Enfin, bon, après, c'est souvent une conjonction de facteurs. Et j'analyse aussi effectivement l'effet de leurs pratiques éducatives familiales afin de comprendre et de proposer des perspectives d'adaptation, d'évolution, alors tant du côté des familles que du côté du système notamment éducatif et de ses acteurs. Alors, pour vous donner aussi là un exemple, je participe actuellement à un travail avec 2 collègues linguistes à propos du rapport à l'école et aux langues des enfants de familles migrantes nouvellement arrivés en France. Donc, c'est intéressant parce qu'on a à la fois l'approche plutôt sur la langue et l'approche plus sociologique sur le rapport à l'école des familles. Et l'idée, évidemment, c'est de voir comment on peut favoriser cette inclusion, comment les ressources plurilingues peuvent devenir favorables à l'apprentissage de la langue française de scolarisation. Voilà, donc ça, c'est un travail qui a le soutien de l'INSPE et du CASNAF, pour ceux qui connaissent, c'est un centre de l'Académie de Besançon qui s'occupe plus particulièrement des élèves allophones. Et donc, le troisième axe, donc, alors tout ceci se rejoint évidemment, j'interroge les conditions et les effets d'une éducation concertée entre acteurs éducatifs. Alors, spontanément, on pense souvent en France à la relation école-famille, mais c'est pas seul. On oublie en se faisant beaucoup d'éducateurs et de professionnels qui sont autour de l'enfant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'étudier comment l'ensemble, hein, les Québécois disent école, famille, communauté, et donc les parents, les enseignants, tous les éducateurs de ce qu'on peut appeler aussi le tiers éducatif, travaillent. Et à ce titre, je vais peut-être plus m'intéresser on va dire, aux notions institutionnelles, certes, mais qui aujourd'hui sont partagées par beaucoup, donc les notions de coéducation et les notions d'alliance éducative. Voilà, alors là aussi, rapidement peut-être, un exemple, en 2020, j'ai réalisé une étude qui portait sur l'action d'un groupe de mères issues de l'immigration qui vivent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et qui étaient très impliquées à l'école, autour de l'école, pour l'école. Et il était pour moi tout à fait intéressant d'essayer d'étudier le modèle d'implication que ces mères souhaitaient développer, qui n'était pas nécessairement celui que l'éducation nationale ou que les institutions prônent. Et ça permet effectivement d'étudier voilà, les règles de la relation entre acteurs éducatifs, de voir si on peut améliorer ces conditions. Pour toujours dans l'idée, hein, vous avez bien compris, de favoriser la réussite des jeunes. Alors, voilà ce que je peux vous dire, Marie-Pascale. Merci Annie. Alors, tu évoquais la notion de coéducation. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion et quels enjeux tu vois derrière ce mode de relation pour la réussite des élèves ou des jeunes? Enfin, est-ce que Oui, tu peux oui, je peux, oui. partager des choses là-dessus? Merci. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce terme est assez partagé, on va dire. Pour autant, il n'est pas sûr qu'on mette tous le même sens derrière ce mot, qui est, je l'indique, un mot issu de l'institution. C'est pas une notion scientifique, hein, la coéducation, c'est pas un concept. Mais pour autant, c'est très présent. Donc, aujourd'hui, encore sans doute plus que précédemment, l'éducation d'un enfant, enfin, il est entendu hein, que l'éducation d'un enfant ne peut pas être le fait d'une seule personne ou institution. Et donc, c'est un ensemble social, on va dire, qui permet de répondre en complémentarité aux besoins de développement donc, de cet enfant.
Donc, les modèles actuels, ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, ils sont très prégnants. Les modèles actuels de développement de l'enfant s'inscrivent donc dans une approche systémique. Et dans le droit fil de cette approche, la notion de coéducation a fait son apparition au début du XXIe siècle. Et on en parlait avant, bien sûr, hein, c'est une notion ancienne, mais qui ne prenait pas ce sens-là. C'était plutôt la coéducation entre les sexes en début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur une notion de travail en collaboration. Donc, plus précisément, la coéducation renvoie à une forme d'engagement mutuel des éducateurs autour de valeurs partagées, d'objectifs communs au service de l'enfant. C'est très exigeant, hein, parce que non seulement on est censé partager des objectifs, ça c'est plutôt propre au partenariat, mais en plus des valeurs. Donc, bon, c'est assez compliqué dans les faits. En tout cas, c'est une manière d'agir, hein, c'est un moyen, la coéducation, c'est pas une fin en soi. C'est une manière d'agir, c'est un mode de relation, un processus, voilà, qui est censé reconnaître les expertises de tous les acteurs éducatifs qui sont impliqués et qui devrait favoriser, par leur mutualisation, le développement de l'enfant. Donc, voilà, ça marque quand même aussi l'exigence, puisqu'elle suppose, comme je le disais, une entente effectivement sur les objectifs de la relation, mais aussi un accord entre les valeurs. Enfin, pardon, un accord sur les valeurs. Alors, dans la pratique, elle est finalement assez rarement mise en place. Certes, les textes officiels de l'éducation nationale notamment, mais on retrouve ces termes dans de nombreuses autres professions, hein. La coéducation est prônée aujourd'hui dans de nombreux champs professionnels. Donc, ces textes, en général, relaient cette définition, mais ce faisant, c'est vrai que elle fixe finalement la coopération en tant qu'un impératif qui se discute peu. Alors, bien sûr, on pourrait repartir sur l'histoire, hein, d'un coup, d'où sort cette volonté absolue de coéduquer, alors que, je veux dire, ce n'était pas forcément le cas précédemment. Là, je vais un peu occulter cette partie-là, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est tellement prégnant que ça ne se discute pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que ça devient un mode de relation, je dirais presque une norme de relation. Et là, effectivement, il y a aussi un risque, c'est celui de créer, moi je le vois quelquefois, la figure du mauvais parent, c'est-à-dire celui qui n'entrerait pas dans cette forme de collaboration. Donc, l'école et d'autres instances souhaitent coopérer, mais souvent, finalement, elles conservent une forme de monopole dans la définition légitime des formes et des contenus de la relation. Voilà, après, on peut y voir encore d'autres risques aussi, puisque les parents sont souvent enjoints à collaborer donc, de la manière dont les institutions l'attendent. Et l'idée du partage, ça c'est le pollen du printemps. Alors, l'idée du partage est pas toujours évident. En ce qui concerne les enseignants, je pense que ils n'ont pas véritablement de formation à ce sujet. Et, alors, je le dis en toute connaissance de cause parce que je participe aussi à la formation des enseignants. Et à ce sujet, je pense qu'ils auraient besoin d'être un peu plus aidés aussi dans cette mission. Alors, je montre les limites parce que ce n'est pas parce que quelque chose nous semble absolument fort intéressant qu'il ne présente pas de limites. C'est pourquoi je tenais quand même à le dire. Il peut en présenter d'autres aussi. Mais ceci dit, c'est vrai que la coéducation, tu me disais, Marie-Pascale, je crois, sur les enjeux, effectivement, sont forts parce qu'on attend de cette coéducation qu'elle favorise le développement de l'enfant, son épanouissement, son émancipation et plus pragmatiquement, si je puis dire, sa réussite scolaire. Donc, évidemment, ils sont forts. Maintenant, est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on peut mettre en place les choses telles qu'elles sont présentées dans la définition que j'ai pu donner au début? Est-ce que c'est souhaitable aussi? Est-ce que ça correspond à tous? Ça, ce sont des questions qui méritent quand même d'être posées. Alors, il y a quand même un certain nombre de résultats de recherche qui montrent des avancées et qui ont étudié en fait l'effet d'une relation, on va dire, étroite entre les familles et l'école
par exemple. Et on s'aperçoit que oui, quand il y a relation entre la famille et l'école, on a une contribution à une meilleure adaptation sociale et scolaire des élèves. Ça, c'est montré depuis assez longtemps, notamment par nos collègues canadiens. Cette relation aussi permet de jouer un rôle positif sur le sentiment de bien-être de l'élève, sur son assiduité, ses habiletés, on va dire, autorégulatrices, ses aspirations scolaires, etc. Alors, ce n'est pas un effet direct, c'est un effet, on va dire, indirect sur le rapport, on va dire, à l'école. Pour autant, on sait, par exemple, depuis fort longtemps que des aspirations scolaires importantes sont, là, pour le coup, très en lien, ça a été démontré, avec une meilleure réussite scolaire. Donc, il y a un jeu de variables intermédiaires, mais voilà, c'est tout de même intéressant. On sait aussi que cette collaboration peut avoir des effets bénéfiques, alors une meilleure compréhension de son rôle, une plus grande implication, une meilleure estime de soi, ce qui n'est pas rien, chez les enfants, mais aussi chez les personnels qui sont impliqués, et puis bien sûr aussi chez les parents. Voilà, alors concernant la réussite scolaire strictement, hein, les résultats là sont plus mitigés. On sait que ce qui est efficace, c'est vraiment l'aide, notamment, enfin, toutes les aides qui sont apportées dans le soutien pour l'encadrement des leçons, des devoirs. Donc là, évidemment, c'est très direct, et c'est surtout ça, enfin, ça renvoie aussi au modèle éducatif que nous déployons, notamment en France, hein, où malgré tout ce qu'on peut dire est la loi, les devoirs et les leçons de l'enfant sont encore très importants, et où notre système éducatif donne une grande place finalement à l'effet individuel familial. Annie, Oui. Je termine juste peut-être, oui, enfin, je ne sais oui, pas, mais oui. c'est juste pour dire que vraiment, effectivement, là, on a quelques résultats, mais si on a aussi des résultats qui sont mitigés, c'est sans doute parce que on n'a pas encore complètement interrogé aussi les conditions, les pratiques collaboratives, etc. Donc, il y a aussi du travail qui reste à faire. Voilà. Merci. Alors, tu as parlé aussi de modèles familiaux. Alors, on entend souvent qu'il est jugé que communiquer et collaborer avec les parents est plus difficile dans les quartiers populaires et dans les quartiers de l'éducation prioritaire. Comment tu peux expliquer cela? Comment tu peux nous aider à comprendre ce jugement ou en tout cas cette perception qui est posée sur les parents des quartiers populaires? Alors, bon, ce que je vais dire n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui sont travaillées déjà depuis de nombreuses années, et des collègues ont des résultats de recherche très intéressants à ce sujet. Je pense notamment à Pierre Perrier de Rennes, mais pas le seul, hein. Il y a Hutin, enfin bon, voilà. Si une bibliographie vous intéresse, je pourrais transmettre. Bon, d'abord pour les parents, quels qu'ils soient, hein, collaborer avec l'école n'a rien d'évident. Parce que l'école est une institution, elle possède un langage, des codes, et ce sont parfois des frontières, frontières difficiles à franchir, des obstacles à l'entrée à la relation. Donc, d'autant plus à la coopération. Et pour les parents, on va dire, les plus démunis face à ces obstacles, c'est ceux qui ont moins fréquenté l'école, ceux qui ont connu aussi des échecs, eh bien, la difficulté est accrue, évidemment. Alors, je prends un exemple très simple, mais ne serait-ce que pour parler aux enseignants, il faut franchir le seuil de l'école, et quelque part, ce seuil, bah, c'est aussi comme je le disais tout à l'heure, une frontière, c'est une clôture, hein, c'est la clôture de l'institution. Et ces parents savent qu'il va falloir adopter un fonctionnement réglementé, qu'ils devront respecter des codes qu'ils n'ont pas nécessairement, et c'est quelque chose qui les inquiète. Alors, on pense souvent aux parents intrusifs, hein, qui existent, notamment à l'école élémentaire, des parents qui viennent jusque derrière la porte et tous les jours de me poser des questions. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais c'est un problème plus individuel, alors que là, on est plus face à un problème collectif, c'est-à-dire une frange de parents qui n'ose pas, qui ne vient pas, qui ne parle pas, et dont on a tendance parfois
à penser qu'ils sont démissionnaires. Dans le cadre de mon travail, j'ai rarement vu des parents démissionnaires. Il en existe, mais alors c'est très assumé. Et ce ne sont pas forcément d'ailleurs les parents dont les enfants sont les plus en difficulté parce qu'ils ont des projets. Mais des parents démunis, là, oui, effectivement, qui n'osent pas parfois venir à l'école parce qu'ils ont subi des échecs, comme je le disais. Ils ne veulent pas subir des humiliations. Moi, j'ai des mamans qui me disaient bah, « moi, je ne suis pas habillée comme d'autres. Si je prends la parole, je ne vais pas parler comme d'autres. » Donc, c'est ce risque de se sentir illégitime qui les mettent dans cette situation. Doublé à une autre idée, c'est la séparation des sphères, la sphère du travail, la sphère personnelle, la sphère de l'école, la sphère personnelle, qui fait que, on délègue aussi à l'école. En général, les gens font absolument confiance aux enseignants et une confiance presque aveugle qui fait que ils ne sont pas forcément là et que quand il y a difficulté, ils souhaiteraient qu'on les prévienne très, très vite, ce qui n'est pas toujours le cas parfois, sinon ils ressentent comme une forme de trahison. Perrier l'explique très bien et c'est d'autant plus exacerbé qu'ils avaient fait confiance. Donc voilà, là, il y a quand même des choses à apprendre, peut-être à comprendre pour pouvoir se parler, pour pouvoir mieux se parler. Donc voilà, des choses sur lesquelles, après, d'autres exemples, mais qui montrent qu'il y a cette difficulté-là, encore peut-être plus grande chez les parents qui ne sont pas aguerris à l'école. Et puis du côté de l'école, je le disais précédemment, mais enfin, l'école a aussi tendance un peu parfois à imposer les conditions de la relation. L'enfant devient élève, le parent, ça serait bien qu'il devienne parent d'élève aussi. Bon, comment dire, je provoque peut-être un peu, mais enfin, c'est ça. Et donc, les enseignants ont du mal aussi à reconnaître quelquefois l'expertise des parents, leur capacité aussi à avoir un regard intéressant et pertinent sur leur enfant. Donc, voilà, donc ça engage parfois certains parents à avoir des tactiques d'évitement pour se protéger. Pour autant, je pense que le processus de reconnaissance des parents est incontournable à la coéducation, à toute forme de collaboration. Et souvent, c'est ça qui est difficile, reconnaître effectivement la compétence de l'autre. Alors, ça peut passer par non pas associer, faire en sorte que les parents participent à des dispositifs déjà prêts, mais ça pourrait être davantage les associer à s'approprier des ressources pour qu'ils puissent ensuite aussi réfléchir éventuellement avec les enseignants. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi, en tout cas certains, les plus éloignés, c'est de les relégitimer, si je puis dire, dans leur fonction de parents. Et pas forcément, évidemment, leur proposer des choses clés en main. C'est compliqué, c'est long, je ne dis pas, mais c'est un vecteur. Je dis juste que c'est un vecteur de reconnaissance des parents. L'autre axe pourrait être un peu désindividualiser, on va dire, le rapport à l'école. Les parents, souvent, sont très évidemment dans le cas de leur enfant, mais on sait que si on arrive à avoir un cadre plus collectif de réflexion, alors, par exemple, les espaces parents qui sont normalement aussi proposés dans les établissements pourraient être des lieux où les parents rencontrent des enseignants, mais aussi d'autres parents, d'autres acteurs éducatifs, de manière un peu des passionnés, si je puis dire, pas une convocation, pas dans le cadre d'une convocation où il y a crise, et qui permettrait petit à petit aussi à ces parents de reprendre une place et puis de vraiment coopérer. Et puis, bon, là, c'est un peu… l'école y travaille, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. C'est voilà, que l'école ne se prenne pas non plus pour la seule référence voilà, de l'éducation et qu'elle puisse, avec d'autres référents, il y a d'autres éducateurs spécialisés avec lesquels l'école peut travailler aussi, dans l'école et hors de l'école, pour essayer de retrouver une dynamique de projet. Alors, c'est aussi un des objectifs, notamment des cités éducatives, d'essayer
de redonner de la puissance, on va dire, d'agir aux parents tout en les replaçant enfin, dans des réflexions plus collectives et aussi de citoyens. Merci Voilà. Annie. Tu évoquais les compétences des parents et le fait qu'il y avait une importance à ce qu'elles soient reconnues. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples dans les familles que tu as pu rencontrer dans tes travaux de recherche, où les familles ont pu être artisanes de la relation avec l'école parce que justement elles se sentaient reconnues dans leurs compétences. Est-ce que tu peux rajouter un ou deux exemples de finalement cette construction qu'elles ont réussi à créer elles-mêmes dans la place qu'elles ont pu avoir aux côtés de l'école? Oui, alors tout à l'heure, je vous parlais d'un projet de famille, enfin de mère, notamment dans un quartier de la politique de la ville, donc des mamans issues de l'immigration. Ce sont des mamans qui se sont fédérées entre elles, hein, spontanément, on va dire, elles se sont cooptées pour essayer d'agir pour l'éducation de leurs enfants. En fait, c'est parti d'un constat, que leur quartier souffrait d'un certain nombre de maux, on va dire, notamment de l'insécurité aux abords de l'école. Au départ, ça a été ça le phénomène déclencheur, le phénomène il y avait des deals autour de l'école. Enfin bon, bref, elles étaient inquiètes par rapport à leurs enfants et elles se sont mobilisées au travers de différentes démarches, pour que la situation s'assainisse. Donc, effectivement, elles sont intervenues pour soutenir les enseignants déjà dans leurs demandes aussi, pour aller à la mairie, enfin bon, elles le disent elles-mêmes, hein, au début, elles ne savaient pas trop ce qu'elles avaient, enfin, comment ça allait être considéré. Mais enfin, l'idée, c'était de dire, mais on a droit, nous aussi, à une forme d'égalité, au moins des chances. Enfin, elle le disait de cette manière-là. Et donc, on va essayer de garantir les conditions qui puissent, d'après elle, en tout cas, le permettre. Donc leur action, elle n'a pas été en lien direct avec l'apprentissage, jamais d'ailleurs. Elle a été en lien avec les conditions. Donc, elles ont travaillé enfin, elles ont œuvré pour faciliter, on va dire, en gros, le travail des enseignants. Il y avait du mobilier dégradé. Elles ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, installer une boîte aux lettres, enfin, bon, des choses de ce type-là. Et puis, par ailleurs, être le relais avec des familles. Dans ce groupe, elles parlaient finalement un certain nombre de langues. Donc, elles se sont spontanément proposées pour être relais auprès des autres familles, pour leur expliquer l'école, les attentes, enfin, etc. Donc, en fait, elles se sont positionnées comme des personnes qui pouvaient proposer leur service, entre guillemets, et ce qu'elles pouvaient, enfin, ce qu'elles pensaient, là où elles pouvaient, pardon, se sentir compétentes. Donc, dans de l'aide, dans du bénévolat, alors c'était impressionnant parce qu'elles ont investi, en fait, le territoire. C'était au départ un peu l'école, mais elles sont allées voir le centre culturel et social et elles ont essayé de voir comment elles pouvaient travailler avec le CLAS, hein, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Elles sont allées faire du bénévolat dans un centre d'accueil de femmes pour essayer après de dire peut-être que ça pourrait être intéressant dans notre quartier. Donc, en fait, elles ont vraiment bousculé des relations instituées sans forcément s'en rendre compte. Elles ont pris des portes, si je puis dire. Elles ont eu aussi des réussites et petit à petit, elles ont construit une légitimité. Alors, ça a pris du temps, hein, ça a pris au moins 2 ans, peut-être 3. Et elles ont construit une légitimité. Je trouvais ça tout à fait intéressant à étudier parce que c'est une fois, enfin je dirais qu'aujourd'hui, elles ont construit cette légitimité, cette reconnaissance, que finalement, elles sont des interlocutrices reconnues et qui pourraient en fait rentrer en coéducation. Je ne sais pas si elles en ont le besoin, mais voilà, elles ont… Donc, enfin, pour moi, je trouvais ça intéressant parce que
c'était leur manière. Alors, toutes les familles ne peuvent pas faire ce qu'elles ont fait, mais en tout cas, ça montre très clairement qu'une politique finalement de reconnaissance des parents est essentielle. Parce que c'est ça qu'elles ont construit au fil. Elles ont vraiment construit ça pour pouvoir ensuite finalement peut-être agir auprès des institutions. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je trouvais ça intéressant et on peut peut-être en tirer quelque chose aussi du côté de l'institution cette fois et se dire, voilà, c'est pas… Bien sûr, on peut inviter, on peut faire plein de choses, mais il faut considérer l'autre avec une égale dignité, quoi. Ça me semble absolument essentiel. Merci Annie, et ça nous donne l'occasion aussi d'une transition, parce que là, c'est vrai que dans l'exemple que tu cites de ce groupe de mères, je sais qu'il y a eu un lien fort aussi avec la municipalité, et que non seulement elles ont construit leur place auprès de l'école, mais elles ont aussi construit leur place auprès de la municipalité. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Je vous propose qu'on passe à l'intervention de Monsieur Gauthier. Alors, il y a une question dans le chat que je vous confie dans l'attente et on y viendra en début de débat. Il y a une question qui concerne le moment, c'est-à-dire quel est le moment, quel est le début, à partir de quand on peut parler de coéducation. C'est-à-dire quand est-ce qu'on rentre dans cette question et à partir de quel moment identifier, est-ce qu'on peut identifier un moment où commence la coéducation. Mais je vous propose qu'on garde cette question en tête, qui est totalement vraiment dans notre sujet. Et Monsieur Gauthier, je vais vous donner la parole. Et sur votre territoire d'intervention, je voulais vous poser une première question. Quels sont vos constats en ce qui concerne les questions éducatives sur votre commune ? Voilà, j'ai vu dans mes discussions avec vous que vous aviez identifié certaines choses particulières et qui vous alertent ou qui vous préoccupent. Voilà, je voulais déjà avoir votre point de vue là-dessus et qu'on puisse entendre ce que vous avez à nous dire. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Paul Gauthier, moi je suis directeur de la cohésion sociale et de l'éducation à la ville de Grand-Charmont. J'ai un double cursus formatif dans le sport et dans l'animation socio-culturelle. Et mes expériences professionnelles se sont passées soit en association d'éducation populaire, soit en collectivité territoriale. Ce qui me permet d'avoir les deux côtés du miroir, on va dire, sur ces questions-là. Moi, je suis arrivé en poste il y a 1 an et demi maintenant, sur donc la cohésion sociale, le vivre ensemble, sur l'animation de la vie associative et sur la gestion des relations avec les écoles. Et ma première alerte vis-à-vis des écoles, c'est la représentation que peut avoir la collectivité par rapport aux enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes premiers temps d'échange avec les écoles, la collectivité était soit le financeur pour les sorties scolaires, pour les fournitures éducatives et autres, soit le chef des travaux, puisqu'on est responsable des locaux. On n'était pas du tout intégré sur une vision de projet éducatif, d'accompagnement de projet. Donc, c'était assez particulier. Et cette année, la ville de Grand-Charmont, les 5 écoles ont été évaluées. Une démarche complètement nouvelle sur de l'éducation nationale. Donc, en 18 mois, les écoles ont dû faire une auto-évaluation dans un premier temps et après une démarche participative auprès des élèves, auprès des familles, auprès des partenaires. Et contrairement, alors j'ai un petit vécu dans les centres sociaux, donc c'est une démarche qui est plutôt intégrée dans la vie des centres sociaux tous les 4 ans pour les projets sociaux. Là, pour le coup, les écoles n'ont pas du tout compris et alors, c'est un peu le comble pour des enseignants d'être évalués, de ne pas réussir à mettre en place les critères et les indicateurs qui permettent ça. Là où c'est d'autant plus étonnant, c'est que cette évaluation partagée, dans les partenaires, il n'y a que la ville qui a été sollicitée. Alors, un peu le périscolaire à la marge, mais pas sur des projets d'envergure ou sur les enjeux éducatifs. Et assez rapidement, on a été renvoyé à ce rôle que je disais précédemment sur le financeur ou sur le chef des travaux. Donc, il y a une école sur les 5 qui s'est réellement posé la question du rayonnement et du partage et de cette démarche, en tout cas, de partenariat.
les autres associations ou Pays de Montbéliard Agglomération qui accompagnent les projets sont considérés comme des prestataires et pas comme des partenaires. Donc, ça démontre vraiment la démarche. Et donc, les parents le sont, mais au titre de parents, pas au titre de partenaires. C'était vraiment une question comme ça qui demande réflexion, qui devrait être poussée, qu'on a pu mettre en place. Alors, dans un temps restreint et dans une première mouture, c'est compliqué, mais c'est une démarche qu'il faut travailler avec les enseignants. Et du coup, moi, ça fait écho. On a cette volonté sur Grand Charmont de développer une intelligence collective, une coéducation. On a vraiment cette volonté-là. On a essayé de rassembler tous les acteurs du champ de l'éducation, donc les éducateurs de prévention, la petite enfance, le médico-social, l'éducation populaire, le sport. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne parle pas la même langue et que les cultures professionnelles aujourd'hui sont de véritables freins à développer de la compétence collective et d'une part, il y a un vrai travail en fait d'interconnaissance qui est nécessaire au départ pour se dire aujourd'hui, est-ce que je peux travailler avec? Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce que c'est le rôle? Parce qu'on a toujours cette peur de perdre le contrôle et plutôt que de dire on est sur une situation complexe et on partage l'information. Si je fais vraiment des stéréotypes un peu, on a les éducateurs de prévention qui vont dire nous, secret professionnel, on n'a pas à parler de la situation des enfants. Donc, on ne va pas essayer, enfin, c'est pas qu'on ne va pas essayer de résoudre, mais on va le résoudre, nous, de notre côté, quoi. Là où d'autres, les centres sociaux, l'école, on aura plus de facilité, mais ça va être des relations de personnes, en fait. C'est des relations de confiance et pas forcément d'institution à institution. Donc, il y a vraiment ce temps de travail, d'interconnaissance, de partage qui est nécessaire pour qu'aujourd'hui, on puisse se dire comment on prend en compte les besoins de l'enfant. Et quand je dis ça, on a le volet où les parents ne rentrent même pas dans la communauté éducative. On est vraiment que sur des professionnels, sur des sachants qui savent mieux que les parents et l'intérêt de l'enfant. Alors, les parents seront sollicités en dernier recours. Et donc, dans cette approche-là de compétences collectives, de déconstruction des représentations, il y a un vrai travail à faire sur c'est quoi le métier, quelles sont les limites, quels sont les champs d'intervention des uns et des autres, et à quel moment je passe le relais. Et en fait, on le retrouve également sur un volet un peu plus stratégique, notamment avec l'ensemble des dispositifs qui sont proposés, que ce soit par la CAF, que ce soit par l'État, par l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on a tout un tas de dispositifs, CTG, CDSF, CVU, PEDT, projets sociaux, et tous ces dispositifs ne sont pas alignés, on n'est pas sur la même temporalité. On a des évaluations qui vont un peu dans tous les sens, mais comme on n'est pas sur les mêmes temporalités, on n'arrive pas à avoir une ligne directrice commune, un projet, un axe, où on pourrait se dire on met le focus sur telle ou telle problématique du territoire, mais on va balayer un peu tout ça et on a l'impression, aujourd'hui en tout cas sur mes fonctions, que ce n'est pas opérationnel. À chaque fois, on re-questionne, on réévalue ce qui est fait, mais on ne prend pas le temps de réellement travailler sur du long terme avec le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est les financements, mais avec des financements pluriannuels. Aujourd'hui, on est sur du financement d'action et on a une vraie difficulté pour accompagner les associations, pour tous les porteurs de projets, à travailler sur du long terme. Voilà un petit peu. Et puis, donc, ce qu'on constate aussi sur les questions éducatives, c'est la fracture post-Covid avec les parents qui ont redécouvert ce qu'était qu'être parents et de prendre du temps avec les enfants. Et en fait, avec les protocoles, les relations avec les enseignants se sont brisées. On donne les enfants à l'entrée de l'école, on ne rentre même plus dans l'école. Donc aujourd'hui, on a une espèce de défiance qui s'est construite, un éloignement, un lien qui s'est cassé et qui a nourri en fait de la défiance. On parlait tout à l'heure de la relation parents-enseignants dans les quartiers politiques de la ville. Ou les REP, les zones REP. Nous, on constate qu'on a 5 écoles, on a eu des intrusions de parents pour rendre compte, alors, quand c'est aux enseignants, j'ai envie de dire c'est un moindre mal, mais pour aller directement invectiver des enfants pour des questions de harcèlement plus ou moins compris, plus ou moins traités, plus ou moins véridiques.
mais on a eu 5 cas d'intrusion dans l'ensemble des écoles. Il y a vraiment un délitement, en tout cas, de la relation et des enseignants et du tissu associatif, parce que la question, c'est sur l'ensemble de la communauté éducative. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, hein, comme vous disiez, l'enseignant n'est pas forcément compétent ou formé pour recevoir les parents. Est-ce qu'il y a un moment, si la relation se passe mieux avec l'animateur du centre social ou avec les médiateurs sociaux ou autres, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par ce biais-là et avoir une phase de médiation? Et en fait, ça, aujourd'hui, on le travaille, nous, mais une fois qu'il y a eu l'intrusion. Vos constats sont très intéressants, surtout actualisés ensuite Covid. C'est vrai qu'on se pose tous la question aussi de l'impact de cette période Covid. Sur votre commune, Monsieur Gauthier, vous avez aussi fait un choix, le choix d'un titre ou d'un label, si on peut dire, enfin voilà, qui s'intitule donc Grand Charmont, ville amie des enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner quels sont les enjeux derrière ce choix? Donc, la labellisation Ville Amie des enfants, donc Oui. la collectivité doit déposer un projet qui est sur la durée du mandat. Donc, c'est vraiment un engagement politique sur les 6 ans du mandat qui se décline en plan d'action annuel avec des formations, avec des actions en direction des enfants. Donc, la ville s'engage réellement, les élus, les associations, toute la communauté éducative s'engage sur la question du bien-être des enfants, la non-discrimination, l'éducation, tout ce qui est participation et sensibilisation aux droits des enfants dès la naissance. Donc, c'est un réel engagement de la part de la collectivité. Comment dire, il y a, je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. C'est des valeurs fortes et qui permettent aussi de fédérer donc, la communauté éducative par des actions concrètes, hein, parce que l'enjeu, c'est bien d'aller sur des actions concrètes sur l'ensemble de l'année, enfin, du coup, du mandat, en direction des enfants. Donc, le plus intéressant, je trouve, dans ce côté-là, c'est pas tant les actions, parce que la collectivité a un tissu associatif local qui est déjà bien impliqué, et la labellisation, voilà, c'est juste, ça se valorise, ça permet de dire que ce qui est fait est vraiment de qualité, mais en tout cas, ça permet de valoriser cet engagement presque du quotidien et de mettre la lumière. On s'est rendu compte, je me suis rendu compte que dans les centres sociaux, là où je travaillais avant, on est beaucoup dans le faire et on ne prend pas forcément le temps de prendre le recul et de valoriser les actions en direction des enfants. Et là, en fait, avec la labellisation, avec les ressources qui sont proposées par UNICEF France, avec les différents dispositifs, ça permet vraiment de valoriser, de donner du sens à l'action. Donc, c'est une vraie force. Et aujourd'hui, moi, la question, c'est pas tant la labellisation, puisque voilà, au quotidien, ça vit plutôt bien. Moi, l'enjeu, c'est plutôt comment on fait réseau avec le volet UNICEF Nord-Franche-Comté et l'UNICEF France de façon plus globale, parce que ça permet d'avoir ces pas de côté avec des visios, avec des temps de formation qui sont vraiment intéressantes, et pour les élus, et pour les techniciens, et pour les partenaires. Mais aussi, là, on a accueilli mercredi dernier la journée régionale des villes amies des enfants. Donc, à la fois, on avait 120 gamins sur le site avec le tissu associatif qui a proposé des actions toujours en lien avec les droits de l'enfant, mais également un temps de réflexion avec les villes amies des enfants de Franche-Comté. Et du coup, comment on fait aussi culture commune, comment on a ces temps de réflexion. Donc, Marie-Pascale est intervenue, donc elle sera plus à même d'avoir ce recul, mais en tout cas, on s'est adossé au prix de littérature UNICEF qui est sur la thématique de la famille, pour nous, à notre niveau, d'avoir un premier temps de questionnement, de réflexion pour alimenter cette culture commune, d'une part sur notre territoire, mais après essayer de travailler donc, avec les villes amies des enfants qui sont en proximité, que ça passe vraiment réseau et qu'on puisse y mettre du sens. C'est vrai qu'en écho, hein, j'avais relevé sur le site Ville Amie des enfants l'intérêt que l'entrée soit une collectivité, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas d'entrer sur ces préoccupations-là par
par le fait qu'une collectivité s'intéresse aux questions éducatives. Il y avait donc on va dire, cette initiative-là. Et de ce fait-là, je voulais vous questionner sur votre regard sur le statut de parent citoyen. Parce qu'en fait, en tant que collectivité, vous allez percevoir vos habitants malgré tout comme des citoyens. Et finalement, ce statut de parent citoyen, quel regard vous portez sur celui-ci? Est-ce que ça vous donne une entrée particulière qui vous permet de regarder les parents à travers leurs responsabilités citoyennes, c'est-à-dire à travers ce que leur dicte la loi finalement, ou le cadre que pose la loi? Voilà, est-ce que de la part de votre collectivité, vous avez un regard particulier sur les parents? Alors, nous, on a une vraie réflexion actuellement sur… on a une problématique de violence urbaine sur notre quartier politique de la ville, avec un rajeunissement des fauteurs de troubles. Hein. Aujourd'hui, des gamins qui vont péter des caméras ou qui vont incendier des poubelles, c'est à partir de 10 ans. Et on se pose la question dans les vidéos qu'on a pu voir, on voit des parents qui n'interviennent plus. Avant, il y avait la communauté, c'est-à-dire que quand on était dans la rue, on faisait une bêtise, généralement, il y avait toujours un adulte référent qui était en capacité de nous reprendre et qui faisait remonter à nos parents. Aujourd'hui, on voit sur les vidéos, on a 2 gamins de 10 ans qui passent dans le quartier avec une échelle sous le bras. Ils croisent des parents et les parents n'interviennent pas. Donc, il y a cette peur, il y a cette crainte. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette question de comment on retravaille le rôle de parents, la place des parents et comment on les implique en tant que partenaires dans la vie de la cité. Aujourd'hui, on se rend compte, hein, il y a les parents d'élèves élus qu'on voit régulièrement aux abords des écoles et sur un fonctionnement. Alors, ils ne sont pas représentants de l'ensemble des parents d'élèves. Généralement, c'est des parents qui sont déjà investis, qui suivent leurs enfants un peu à la marge. On a la chance d'avoir avec l'aide des Francas, 2 associations de parents qui se sont constituées, qui se sont développés. Donc, il y a une vraie émancipation et un véritable intérêt collectif. Alors, en fait, pour moi, c'est des parents qu'on aurait dû retrouver dans les conseils citoyens, mais qui n'ont pas du tout adhéré au projet. Alors, on a un conseil citoyen qui est plutôt moribond, voire un peu dans le coma, hein, qu'on a énormément de mal à relancer. Pour autant, là, elles ont décidé de se prendre en main et dans l'intérêt du collectif, de porter des manifestations d'animation du territoire, de vivre ensemble, de bouger un peu les lignes. Et pour le coup, ça change complètement la relation vis-à-vis de la collectivité, c'est-à-dire que là, on se parle en tant que partenaire et plus en tant que parent d'élèves qui vient nous réclamer la police municipale devant l'école pour sécuriser l'entrée de l'école parce que les parents se gardent n'importe comment et font du drive, alors que c'est les mêmes parents. Donc, il y a vraiment cette notion aujourd'hui, dans les droits de l'enfant, il y a la question de la participation, de l'émancipation des enfants. Alors, on le retrouve beaucoup avec des conseils municipaux de jeunes. Et nous, on se pose la question de comment impliquer les parents dans les orientations, les phases de décision ou au moins de consultation sur ces démarches-là d'éducation et tout ce qui tourne autour de la parentalité. Donc, c'est vraiment le virage qu'on souhaite prendre aujourd'hui. Avec le défaut pas le défaut, mais la vigilance de ne pas avoir toujours les mêmes parents, de réussir à trouver les outils ou les espaces nécessaires. Donc là, les parents d'élèves, on a les Francas qui développent tout ce qui est café des parents, réap et autres. On a les conseils, donc les conseils d'école et puis les cafés des parents dans les écoles. Aujourd'hui, c'est comment on s'assure d'avoir un maximum d'avis de parents, de ceux qu'on n'entend pas, les invisibles. Comment on va les toucher, comment on les questionne, comment on les fait vivre. Donc, il y a cette démarche-là qui est encore à construire et à appliquer. Donc, ça veut dire aussi que on doit aussi changer. Il y a un vrai travail d'aller vers qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être aux abords des écoles, il faut être dans les parcs, il faut aller au contact pour vraiment les solliciter et leur montrer. Alors, il faut du concret, hein, parce que faire des promesses, on sait faire hein, sur chaque moment, mais si les élus ne suivent pas derrière, si on n'a pas un budget, s'il n'y a pas des choses qui se mettent en place de visibles, c'est compliqué, quoi.
D'accord. Mais voilà, l'enjeu, c'est vraiment cette démarche participative et impliquée, l'implication. Merci. Merci bien. On voit bien dans ce que vous nous rapportez le lien fort entre questions éducatives et les questions de cohésion sociale, avec justement tout ce qui est, voilà, tout ce qui est question de cohabitation sur un même lieu de vie, sur un même bassin de vie. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Je vous propose de passer à la phase de débat et de questions. Alors, nous avions gardé une question qui était posée assez tôt dans les interventions. Donc, la question était celle de savoir où commence la coéducation. Alors, on a eu un premier exemple dans le chat de réponse, d'initiative qui avait été déclenchée par la présence de médiateurs sociaux et d'une médiation sociale, donc pour viser en tout cas le premier pas vers une émancipation, pour donc inciter les personnes à justement entrer dans cette démarche de coéducation. Ça, c'est un exemple qui est cité dans le chat. Est-ce que soit donc nos intervenants, soit d'autres personnes veulent compléter cette question sur à quel moment on peut acter qu'on rentre dans une démarche de coéducation? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour soit témoigner, soit enrichir le débat sur cette question-là? Alors, il y avait des mains levées. Oui, j'avais voilà, Monsieur Dubroca. Si, voilà, je vois que vous avez la main levée. Si vous souhaitez nous partager quelque chose, on va vous demander de d'activer votre Ça y est, micro. ça y est. Parfait. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis donc Philippe Dubroca, je suis co-directeur d'une association qui s'appelle l'École Nouvelle de la Citoyenneté, et on forme avec principalement comme partenaire les missions locales, les jeunes à la citoyenneté, dans une démarche plutôt non pas de la citoyenneté, il faut voter, il faut avoir un bon comportement, mais oser prendre la parole, oser participer au débat, aux décisions. Et c'est vrai que dans nos actions, on a plusieurs choses qui ont à voir avec la coéducation. Alors plutôt avec des jeunes qui sont sortis du système scolaire et qui sont suivis par les missions locales, mais quelquefois en transition entre les deux, avec quelquefois des retours. Donc il y a deux expériences que j'aurais à partager. D'une part, une expérience qu'on mène depuis maintenant presque 5 ans avec la mission locale Nord-Essonne dans l'Essonne, et avec plusieurs partenaires, des clubs de prévention, des choses comme ça, où on a fini par, et en plus, une relation aux parents. Donc, il y a un atelier famille, il y a plusieurs partenaires dans l'action, et on a décidé de co-accompagner finalement les jeunes dans leur démarche. Et l'expérience est quand même remarquable dans le sens qu'il nous a fallu, entre les différentes institutions, plus d'1 an, finalement, à se représenter les interfaces qu'on pouvait avoir entre nous. Le club de prévention qui était plutôt sur la santé, sur l'addiction, sur tout un tas d'accompagnements avait sa réponse. Il y avait effectivement les problèmes dont nous avons parlé, qui étaient les problèmes de ça, je ne peux pas en parler parce que ça, c'est dans notre domaine. Moi, ce que je remarque là-dessus, c'est que la connaissance entre les individus, la fréquentation, a été nécessaire. On s'est réunis de nombreuses fois. Il y a eu 6 mois qui ont d'abord été plutôt des 6 mois où on a échoué, donc avec 2 ou 3 accompagnements de jeunes. Donc, on accompagnait une quinzaine de jeunes qui étaient des décrocheurs indénites, comme on dit aujourd'hui. Donc, on a mis plus de 6 mois à comprendre un peu là où bloquaient finalement nos interfaces entre différentes institutions, ce qui pouvait être partagé, ce qui ne le pouvait pas, là où chacun pouvait prendre le relais. Et le constat que je ferais, c'est que les jeunes et les familles ont finalement, en général, l'habitude d'avoir un lien avec une institution. Ça peut être la mission locale, ça peut être un club de prévention, des choses comme ça. Et dans cette institution, parce que il y a une transformation, il y a une étape de couper les ponts avec l'institution précédente et de ne pas maintenir de lien. Là où on a beaucoup travaillé, c'est de travailler à ce que ce lien soit perdure. Et on faisait systématiquement un lien avec d'autres institutions qui intervenaient et les parents, en rendant les jeunes finalement acteurs de tout ça, dans le sens qu'ils avaient aussi un rôle non seulement de personnes accompagnées, mais aussi de personnes qui avaient leur parole dans quelque chose qu'ils pouvaient apporter aux différentes institutions. Et donc ça, tout cet ensemble-là était tout à fait efficace. Et effectivement, au bout de
d'un an, 1 an et demi, on avait créé une culture commune, on avait un objectif commun qu'on était capable de définir ensemble, et non pas des objectifs concurrents qui avaient des limites chacun différentes. La chose qu'on a repérée aussi, c'est que souvent les modes de financement étaient déterminants. Ils impliquent des objectifs fixés pour chaque structure. On a des bilans, on a des comptes à rendre. Et ces comptes à rendre ne portent pas sur les mêmes données. Et donc, ça a été une chose assez complexe. Mais globalement, l'expérience est plutôt satisfaisante. L'interface avec les parents, qui c'est d'abord, on était sur le territoire proche de Grigny, de cités plutôt réputées pour être des territoires compliqués. Elle s'est fait, donc les premiers parents qui se sont investis étaient des parents qui avaient des enfants qui avaient eu un parcours carcéral. Il s'est trouvé que dans la démarche où on les faisait se réunir entre eux, indépendamment de l'institution, mais en lien avec l'institution, ils ont fini par découvrir entre eux qu'ils étaient ressources les uns pour les autres pour partager des choses sur le parcours de leurs enfants. Certains avaient vécu une certaine chose, avaient résolu ça d'une certaine manière, d'autres pas. Et cet échange s'est créé. Ça a développé chez eux un sentiment d'une compétence vécue entre eux, et ils se sont reconnus progressivement comme compétents, certains même se mettant en jeu pour parler très ouvertement, même de situations très compliquées vécues à leurs enfants, et enrichir finalement l'ensemble des autres. Et cette expérience-là, et on reparlait de ce que Madame Laine avait développé, c'est-à-dire il y a cette nécessité, malgré la volonté qu'ils peuvent avoir les parents, il y a un sentiment de légitimité qui doit se développer. Et cette légitimité, je pense qu'elle se développe par le sentiment d'une compétence éprouvée dans certaines circonstances, vis-à-vis de pairs, mais aussi vis-à-vis de gens plus difficiles à atteindre que sont les institutions. Et je dirais que nous, on a systématiquement comme rôle de jouer ce rôle de médiation de tiers qui permet cette parole et cette action. Et enfin, je vais être court, on a eu une deuxième expérience qui est lancée cette fois-ci sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, à Joigny, où on intervient auprès du Conseil citoyen avec un groupe de femmes qui ne sont pas des femmes très anciennes dans le quartier. Le Conseil citoyen regroupe à la fois des anciens habitants et des nouveaux habitants, principalement des femmes. Et là, on a finalement, après déjà plus d'1 an d'expérience dans notre intervention auprès du Conseil citoyen, on pensait par exemple que des questions sur comment on élève nos enfants, enfin, des questions sur l'éducation des enfants sortiraient. Pas du tout. Elles ont été plutôt maintenues en sourdine. En gros, on n'en parle pas parce que ce n'est pas si simple de se présenter. C'est comme ça qu'on a découvert, femme à femme, parent à parent, comme étant potentiellement défaillants dans cette situation-là. Donc, ça a été occulté. Et on a choisi de passer par des détours. Et là, le détour qu'on a mis en œuvre cette année, c'est le fait de créer dans le quartier de la Madeleine à Joigny, donc un quartier HLM, tours et pavillon, qui est hors de Joigny, centre-ville, plutôt traditionnel, patrimonial, dans le cadre des Journées du patrimoine de 2023, de créer un parcours guidé par les habitants eux-mêmes et non pas par les institutions au niveau du patrimoine, et de faire découvrir le patrimoine de la ville dans son côté quartier. Ça nous a amené, là on est engagé là-dessus depuis plusieurs mois, à toute une démarche d'interview des anciens habitants, des nouveaux habitants, des commerçants, de retour aux archives municipales. Et donc tout ça, c'est les femmes du groupe, elles sont une quinzaine, qui mènent tout ça, accompagnées par nous. On leur donne cette légitimité à aller frapper aux portes. Mais il se trouve qu'autour de ça se développe le sentiment chez elles d'une capacité à parler d'autres sujets. Certaines nous ont dit mais après ça, ce qu'on va faire cette année, là, ce parcours, ensuite on pourra mener d'autres sujets. Et là, j'ai l'impression que, et en plus on a impliqué dans le parcours des enfants, alors des jeunes enfants qui sont en primaire et des adolescents ou des jeunes adultes, sont venus rejoindre le groupe de femmes pour multiplier les points de vue sur ça. Et en fait, ce que je constate, c'est vraiment la construction d'une légitimité préalable nécessaire pour oser aborder d'autres sujets, pour se retrouver légitime à interférer, à interagir avec les institutionnels, très souvent en particulier de l'école. Et une des choses qui a été tout à fait remarquable, c'est on a trouvé des moyens de valoriser absolument l'expérience de « moi je suis nouveau, moi je suis étranger ». C'est ce regard curieux qui renouvelle finalement cette possibilité et finalement qui est un avantage par rapport aux habitants qui sont là. Une question s'était posée, c'est très simple, le quartier de la Madeleine, quand on interviewait les gens, personne ne savait pourquoi il s'appelait ainsi.
et les femmes d'origine immigrées du quartier qui nous accompagnaient nous disaient ben, nous, on va demander aux anciens. Et en fait, on a fait chou blanc, ça ne marchait pas du tout. Et c'est elles maintenant qui vont porter finalement la signification de cette origine du nom et qui vont nourrir finalement les autres habitants de ce côté-là. Et ça, je trouve que c'est un biais et un parcours nécessaire systématiquement pour ce genre de choses. Voilà, j'arrête mon intervention là-dessus. En tout cas, par rapport à ce parcours, oui, je trouvais que c'était ça qui était intéressant. Je pense qu'il y a un problème de Je n'entends plus, Marie-Pascale. Voilà. Est-ce que là, c'est revenu? Oui. D'accord. Oui, je voulais juste dire, c'est tout à fait en lien avec ce que les étudiants les années précédentes et encore cette année ont pu identifier en travaillant le dispositif dont je vous parlais qui s'appelle Université des familles. C'est-à-dire qu'on évoque souvent avec les étudiants la diversification des lieux. C'est-à-dire que le soutien à la parentalité paraît en tout cas ne pas avoir les mêmes effets lorsqu'on le pratique dans des structures qui identifient les parents comme étant des parents en difficulté, ou quand on va finalement les trouver dans des lieux où ils sont naturellement présents, que ce soit des lieux liés au sport, des lieux liés à la culture. Et c'est comme vous citiez, Monsieur Dubroca, de ce fait-là, il se crée des sujets communs différents de ceux de l'éducation. Et dans un deuxième temps, l'éducation peut être un sujet. Mais en tout cas, en premier lieu, de diversifier les lieux et donc finalement les sujets communs, ça paraît en tout cas être une entrée qui légitime le parent et qui lui donne une place en confiance, en toute confiance. Et puis, je vous rejoignais aussi sur une deuxième chose que nous avions identifiée avec les étudiants, c'est l'absence d'étiquetage. C'est-à-dire qu'en effet, quand les parents peuvent ne pas être étiquetés par un dispositif, par leur présence dans un événement particulier, mais qui va peut-être les flécher déjà comme étant soit en difficulté, soit en questionnement sur certains comportements de leurs enfants. Et c'est quelque chose qui est assez difficile pour eux, qu'on vienne leur parler du comportement de leurs enfants et que ce soit l'entrée pour travailler les questions éducatives. Donc, en tout cas, cette absence d'étiquetage paraissait aussi une piste importante. Et la dernière, la troisième, identifiée en tout cas par les travaux aussi d'Anilan, c'était bien sûr de reconnaître les compétences et l'expertise d'usage de ces parents qui sont les premiers éducateurs et de l'enfant et qui, en effet, ont une expertise d'usage sur ce qui est l'éducation de cet enfant-là. C'est-à-dire que quand on va un petit peu chercher du côté qui va être moins collectif, mais du côté individuel de ce que c'est que d'être éducateur, finalement, dans la relation parent avec chacun des enfants, il y a là une expertise d'usage qui fait que le parent a son opinion, qui peut parfois ne pas trouver éclairage dans des conseils ou dans des recettes toutes faites. Et c'est à partir de là qu'on peut écouter cette expertise d'usage qui est totalement personnelle, totalement singulière. Et dans cette reconnaissance de singularité, finalement, on va aboutir à une mise en confiance et à légitimer la parole du parent. Voilà, c'était un petit peu en écho à ce que vous venez de dire, Monsieur Dubroca, pour vous partager un petit peu aussi ce qui avait émergé du travail sur l'université des familles. Alors, j'ai relevé qu'on était sur deux points importants. La question du détour, donc de se dire, ben, tiens, est-ce que frontalement les questions éducatives, est-ce qu'il est possible de travailler frontalement les questions éducatives avec les parents? Et on est sur ces questions de détour. Voilà, est-ce que certains ont l'expérience de détours utilisés, de détours expérimentés? Et le deuxième axe que je vois dans nos échanges est l'axe de la légitimité. Comment finalement créer ou en tout cas déclencher ce sentiment de légitimité de la part des parents? Alors, je vois une main qui se lève, Stéphanie Addini, je peux vous donner la parole, peut-être en écho à un de ces deux axes-là, vous avez quelque chose à nous partager, donc je vous invite à libérer votre micro. Je l'ai libéré, bonjour. Voilà, oui, je suis Stéphanie Adani, je travaille à l'AFTRAM et je suis coordinatrice du classe. On fait aussi du réap et on fait principalement des cours de FLE. Donc, on est dans les quartiers prioritaires à Montauban. Et c'est vrai que on se rend compte en fait que ce problème de légitimité, nous, on l'entend de la part des parents, mais nous, en tant qu'asso, on a quand même réussi à créer un lien où on arrive à les
à les aider par rapport à ce sentiment de légitimité pour les aider à se valoriser. Mais en fait, on a en effet participé à des projets. Alors, ce qui vient, c'est qu'on a beaucoup de parents qui viennent en cours aussi chez nous. Donc, on a les parents qui viennent en cours de FLE. Et après, on a les jeunes qui, quand ils sortent voilà, du primaire, du collège ou du lycée, qui viennent pour la scolarité. Et on participe à certains projets en fait, qui vont être en commun entre les parents et les jeunes. Donc, on a par exemple une association qui intervient pour faire de la lecture. On a un atelier d'écriture avec eux. Donc, ça, c'est dans le cadre du REAP, comme c'était mentionné avant. Et on a aussi, donc, par exemple, le projet du pied à l'encrier qui aide donc, pour tout ce qui est alphabétisation et lettrisme et qui rassemble en fait des textes et les met dans un ouvrage ensuite par la suite. Et on va créer justement dans ces ateliers entre les parents et leurs enfants, qui fait que ça va un petit peu valoriser les parents. Et c'est vrai que quand on a fait ce genre d'atelier, on a senti même enfin, vraiment la cohésion en fait, entre les parents et les enfants qui avaient limite une découverte entre eux. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de recréer ce lien aussi intergénérationnel qui peut être brisé à certains moments. Après, par rapport aux écoles, c'est vrai qu'on se rend compte que certaines fois, il faut qu'on soit là parce qu'on a créé ce schéma de confiance et que du coup, ils vont avoir tendance à venir vers nous pour nous demander de l'aide pour avoir cette relation avec l'école. Mais une fois que ça a été mis en place, ils savent qu'ils peuvent faire confiance. Généralement, c'est effectivement aussi un manque une peur par rapport au système scolaire en soi, effectivement, ou voilà, une peur de ne pas être compris ou de ne pas comprendre correctement ce qui va se passer. Mais une fois qu'ils se sentent assez à l'aise en fait avec tout ça, nous on a vu quand même des améliorations par rapport à cette relation-là. Donc effectivement, c'est vrai que quand vous parlez de ce problème de légitimité par rapport aux parents, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, à mon avis, sur laquelle il faut travailler. Et voilà, avoir des projets qui vont inclure en fait tous les acteurs pour pouvoir améliorer les relations entre chacun. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience. Donc, en tout cas, on voit en effet qu'il peut y avoir des leviers et que les leviers parfois peuvent être l'accompagnement vers cette première démarche ou en tout cas vers de nouvelles démarches, de nouveaux essais de coopération, de collaboration, de dialogue avec l'école. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite par rapport à ces questions de relation avec l'école, notamment de légitimité des parents, de sentiment d'illégitimité dans le rapport avec l'institution scolaire? Annie, oui, tu peux libérer ton micro. Ça y est, il est libéré. Et en fait, ce que je voulais dire, pour faire écho peut-être aussi à ce que M. Gauthier disait, il y a cette légitimité, cette reconnaissance des compétences, créer les conditions qui peuvent, effectivement, par le détour ou d'autres moyens, créer la possibilité de se rassurer par rapport à ses propres compétences. Mais je rajouterais aussi l'idée de la responsabilité, parce que voilà, la responsabilité, c'est pas la culpabilité, mais elle me semble tout à fait essentielle. C'est-à-dire que voilà, certains travaillent sur la citoyenneté, et Monsieur Gauthier le disait aussi, il faut que les parents deviennent aussi
enfin, qu'ils puissent exercer aussi leurs responsabilités d'adultes. Enfin, c'est quelque chose, moi, qui me parle aussi beaucoup. Alors, certes, individuellement, entre guillemets, mais aussi collectivement. Alors, c'est un gros chantier, mais je pense que ça ne va pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que, voilà, si on construit ses propres compétences, on construit aussi sa responsabilité. Et je dirais presque, parce que c'est aussi un des sujets de l'université des familles, son autorité. Mais au sens, évidemment, étymologique du mot, c'est-à-dire au sens d'être capable de donner les conditions à des plus jeunes de grandir. C'est ça aussi, exercer l'autorité. Donc, voilà, enfin, c'était juste un ajout qui me semble voilà, important aussi. Et c'est un mot qui va aussi pour moi avec légitimité. Il y a aussi la notion de responsabilité. Voilà, merci. Merci Annie. Alors, il y a oui, Paul Gauthier qui a la main aussi levée. Il faut enlever votre micro. Oui. Voilà, parfait. Oui, moi, pour compléter un témoignage sur un café des parents qu'on avait mis en place dans le cadre du centre social avec l'école, où le directeur de l'école s'était positionné en tant que parent. Et ça avait complètement redispatché la position de chacun. C'est-à-dire que quand le directeur de l'école dit qu'il a des difficultés à sortir ses enfants des écrans, c'est pas possible pour les parents. Ça n'existe pas. Pas lui, pas le directeur. Il est bien au-dessus de tout ça, quoi. Et du coup, de changer un peu le prisme et l'entrée, c'est vraiment nécessaire. Nous, on travaille aussi sur une animation au mois de septembre. Au lieu de faire les fêtes des écoles, les animations de quartier, on l'a fait à la rentrée. Et du coup, sur la relation parents-enseignants, il y a le tir à la corde, il y a tous les jeux qu'on retrouve de façon assez classique. Et en fait, ça casse la représentation de on est convoqué derrière le bureau. Généralement, en plus, l'enseignant reste derrière son bureau et puis le parent se met derrière le pupitre où il est mal à l'aise. Ben là, du coup, on peut discuter autrement et de se rendre compte que c'est une personne comme une autre, quoi. Donc, il y a aussi cette démarche de positionnement où on casse un peu les codes. Mais voilà, il faut aussi avoir suffisamment d'expérience pour prendre le risque de se mettre en difficulté pour les enseignants et tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu sur ces questions-là. Donc, il y a un travail à faire, en tout cas, d'accompagnement et des parents et des enseignants, parce que je trouve que c'est aussi des projets communs qui permettent, hein, ces temps, on le voit, il faut aussi sortir de la représentation. Nous, on lutte aussi contre ça, sur le fait que les parents sont bons soit à faire des gâteaux et puis à vendre des gâteaux pendant les manifestations, ou à venir installer les tables, les chaises et les barrières, quoi. Il y a d'autres compétences, pas forcément celles de parents. Et puis du coup aussi, ce que je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure, sur les cultures professionnelles, si on parle si les éducateurs prennent la parole sur ce qu'est la parentalité, on va être sur une vision où c'est des carences éducatives, où c'est des enfants à problème, voilà. Si on parle avec la petite enfance, ben le parent est merveilleux, il va être autour de l'enfant, c'est magique. Et si on parle avec l'éducation populaire, on va être sur des projets participatifs où on implique les parents dans les démarches, dans les projets. Et du coup, on est un peu dans des caricatures, mais il y a vraiment ces choses-là à déconstruire et à reconstruire pour savoir de quoi on parle et de quelle position on est, quoi. C'est plutôt, voilà, sur cet enjeu de positionnement qu'il faut travailler. Merci. Au niveau des temporalités, on a parlé aussi tout à l'heure de temporalité. Peut-être il y a peut-être un frein aussi de ce côté-là, sur les différentes temporalités. L'école a une temporalité, les parents en ont une autre, la commune vie a une temporalité qui est encore différente. Donc c'est vrai que parfois, c'est ce qui crée aussi peut-être une distance, en tout cas, entre les parents et les institutions. Je voulais revenir dans les questions qui sont présentes dans le chat. On a une réaction liée à la responsabilité collective. Alors, c'est Monsieur Dubroca qui indique ceci, mais par contre, du coup, je ne sais pas à quoi ça s'est relié. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, absolument. Non, c'est parce que je voulais dire au travers de ça que je fais référence au sociologue Bernard Lahire qui parle effectivement des différences qui se situent entre les enfants, mais dès l'âge de 3 ans, avec en fait, l'école est souvent
enjoindre de répondre à des problèmes qui ne sont pas posés que par le contexte de l'éducation, mais qui sont des multifactoriels, sociologiques, à tout point de vue. Et en fait, j'ai l'impression que chacun, les enseignants d'un côté, et surtout en tant qu'individu, les parents d'un côté en tant qu'individu, portent un peu sur eux symboliquement toute la responsabilité de l'échec de quelque chose. Or, cette responsabilité, elle est vraiment partagée entre l'organisation de la société et le contexte dans lequel chacun peut agir et les limites qui lui sont définies. Et je trouve que c'est terrible à chaque fois parce que dès qu'on commence à permettre aux gens de s'impliquer, aux parents en particulier, mais à tous, et moi je me rappelle de quelques réunions avec des préfets qui venaient sonner la cloche à tout le monde en disant « mais qu'est-ce que vous faites, les associations, les clubs de prévention, vous ne faites pas ce que… » Bon, c'était terrible. Et donc, il induisait une culpabilité individuelle sur chaque association, sur tous les acteurs, finalement. Alors qu'en fait, c'est, je pense, hein, quand on conçoit cette responsabilité comme étant partagée, avec le même problème d'interface qu'on a quand on veut essayer de la résoudre, mais que ça ne peut pas porter simplement sur celui qui est désigné, finalement, qui prendrait systématiquement, alors ça peut être le parent, ça peut être l'école, le rôle de bouc émissaire, finalement. Or, c'est quand même ça, très souvent, que le discours ambiant nous amène à regarder et à considérer, et ça rend d'autant plus difficile le fait de collaborer, parce que si on n'est pas celui qui a été désigné comme le bouc émissaire, on peut être tenté de dire bah, « ouais, ça ne me concerne pas » et de ne pas s'en occuper. Mais je pense qu'en fait, c'est toujours dans la relation, les incompréhensions du langage des uns, l'école reste associée par les parents à finalement… l'idée par laquelle elle a commencé à vouloir être celle qui séparait les enfants des parents pour les mettre dans une éducation commune. Et les parents ne se sentent pas légitimes, la plupart du temps, même les parents éduqués, à intervenir. Bon, ça, c'est le truc de l'école. Le même problème posé par l'intervention de la municipalité. Elle est a priori pas censée, vue par l'école, intervenir sur ce qui est sa chasse gardée, la pédagogie. Or, il y a plein de manières de s'en approcher sans faire de la pédagogie soi-même, mais en faisant quand même de l'éducation. Et donc, je trouve que toutes ces questions-là sont celles qui sont à poser. D'où cette idée de, il n'y a pas une responsabilité. Si on commence à induire, il y a une responsabilité individuelle et qu'on pointe le parent, l'école, ça ne marche pas. Tout le monde se sent écrasé par cette responsabilité. Merci. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, en termes de précision, on avait aussi une question de Guillaume Janin. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux prendre la parole. Alors, ça nous demande de revenir un petit peu en arrière, mais c'est malgré tout en lien avec ce que vous venez de dire, de préciser un petit peu ce qu'est l'émancipation. C'est-à-dire quand on parle d'éducation, on parle d'émancipation, c'est vrai, et notamment on est dans notre sujet Université des familles, où on travaillait sur l'éducation à visée émancipatrice. Est-ce que certains de nos participants veulent s'exprimer sur ce qu'on peut préciser de l'émancipation? Tu voulais que je précise, Marie-Pascale ou… Peut-être que tu peux approfondir un peu ta question, comme ça ce sera peut-être plus facile pour chacun de nous d'y répondre ou de débattre du sujet. Oui, parce que dans les différentes interventions, j'ai entendu participation, j'ai entendu réussite, j'ai entendu adhésion, mais émancipation, je ne sais pas trop en fait. Donc, comme c'était un peu le thème quand même de ces rencontres-là, je me demandais ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire qu'on amène les gens vers plus d'autonomie? Est-ce qu'on les amène vers une conscience politique? Est-ce qu'on les amène vers de la participation à la vie sociale par ailleurs? Voilà, c'est ça que je ne comprenais pas très bien. Mais on a déjà entendu beaucoup de choses. Donc, non, mais bon, c'est vrai quand on parle d'émancipation, on pense souvent à l'émancipation des enfants, donc au fait de grandir et de s'émanciper. Mais on peut parler aussi de l'émancipation du parent, bien entendu. Et cette émancipation, elle peut être politique, je pense, à ce niveau-là, et justement par la place qu'il occupe dans sa collectivité, dans son quartier, dans les relations qu'il investit avec l'école, avec les institutions. Donc, je vais partager cet échange-là avec l'ensemble des participants. Est-ce que quelqu'un veut réagir à la remarque de Guillaume ? Alors, je surveille en même temps les questions. La question, je me permets, mais la question de Guillaume, elle est
enfin, elle demande une définition en fait de l'émancipation, enfin d'après telle qu'elle est posée. Donc je ne sais pas si c'est ça que tu souhaitais, Guillaume, ou si tu souhaitais qu'on redéfinisse la visée de notre échange. Mais L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on vise, parce que bon, l'émancipation, c'est vraiment aussi la tarte à la crème de l'éducation populaire, mais parfois on arrive à des résultats beaucoup plus modestes. ah bah Je oui. trouve que la modestie, là, vous l'avez tous avancé. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il y a une émancipation à petits pas? Est-ce que c'est des émancipations dans la relation parent-enfant? Enfin voilà, j'aurais voulu effectivement peut-être donner plutôt qu'une définition, le cadre dans lequel tout ça se met en œuvre, et puis les attentes qu'on peut avoir. Est-ce qu'émancipation ne rejoint pas ce que tu as dit, Annie, sur la responsabilité? Je ne sais pas. Je pose la Oui, c'est question. lié. Oui, c'est lié parce que dans sa définition, l'émancipation, elle est rattachée aussi à une forme de réflexivité pour accéder à une maîtrise, quoi. Enfin, une maîtrise de soi et de son existence. Enfin, c'est comme ça que je vois l'émancipation. Pour moi, c'est un processus avec une visée d'autonomie, mais d'autonomie, comment dire, enfin, d'être capable effectivement de maîtriser finalement soi-même un certain nombre de dispositions, de qualités, enfin, etc., dont l'autonomie d'ailleurs, pour pouvoir s'émanciper. Voilà, alors oui, oui, bien sûr, Guillaume, tu dis que c'est effectivement la tarte à la crème. Oui, après, c'est aussi une finalité. Donc, je ne sais pas à quel niveau on y arrive, en effet, mais pour moi, c'est quelque chose qui est un cap, voilà, par rapport à ce que l'on peut faire dans le cadre aussi éducatif. Maintenant, les mesures de l'émancipation, si elles sont faites, non, je ne sais pas trop, effectivement. Mais enfin, en tout cas, je ne associe pas l'émancipation à la réussite, et encore moins sans doute à la réussite scolaire, évidemment. C'est quelque chose qui est beaucoup plus englobant au niveau de la personne. Mais pour moi, c'est un cap, oui. Enfin, voilà, c'est mon idée. Merci, Annie. Alors, on a Benjamin Coignet qui souhaite aussi prendre la parole sur cette question-là. Benjamin? Oui, non, mais en plus, ça fera la transition avec la question que je voulais un petit peu poser à Annie et à Paul, c'est par rapport à cette notion d'émancipation. Moi, j'aime bien la définition d'Albert Augien, qui est un sociologue, qui lui a fait plusieurs ouvrages, et notamment l'année dernière, en 2022, sur les luttes d'émancipation. Et en gros, lui, sa définition de l'émancipation repose sur l'idée qu'il y ait une lutte pour lutter contre deux choses, contre l'aliénation et la discrimination. Donc en fait, l'émancipation, c'est quelque chose d'assez conflictuel, quoi. C'est pas quelque chose de doux, de progressif. Donc l'idée d'un processus, oui, mais d'un processus qui intègre une forte dimension conflictuelle et de rapport de force pour sortir d'une position d'infériorité, quoi. En gros, c'est ça tel qu'il le définit. Et il a plusieurs exemples à travers le passé colonial, à travers la lutte pour le genre. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Mais du coup, moi, ça m'amène à peut-être une petite question aussi, parce que ce sujet-là m'intéressait. C'était avoir votre regard sur la notion de rapport de force, de conflictualité nécessaire pour qu'il y ait coopération. Et notamment donc pour que les parents finalement rentrent dans le jeu de la coéducation, faut-il passer par une forme de lutte, de rapport de force, etc. Et ça rejoint plusieurs choses que je vis en ce moment. Je suis aussi délégué représentant de parents d'élèves, et il est impossible d'engager une modalité d'expression de ce qu'on est, le représentant de parents d'élèves, on est 17, autrement que par la dénonciation, que par… voilà. Moi, je n'arrive pas en tant que représentant de parents d'élèves à avoir quelque chose d'assez coopératif avec l'école immédiatement. C'est tout de suite, il faut dénoncer ce qui ne marche pas, et c'est comme ça qu'on se fait entendre, et c'est comme ça qu'on gagne une place dans le système de concertation. Bref, donc moi je voulais juste vous reposer la question, je ne sais pas si ça rejoint vraiment
l'intérêt de Guillaume à la question de l'émancipation, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas imaginer aussi ce sujet-là sous l'angle de la conflictualité, une conflictualité qui serait organisée, qui serait saine. Ce n'est pas du massacre, mais c'est une conflictualité qui permet la coopération, une conflictualité minimum avec les parents, quoi. Voilà. Alors, peut-être Paul Gauthier. Moi, je rejoins complètement hein, sur la question de la lutte vis-à-vis de, alors, je veux dire vis-à-vis de l'éducation nationale, pas forcément, mais sur cette relation dans les conseils d'école. Le conseil d'école est organisé de façon à ce que l'école mette la pression, que ce soit à la collectivité, que ce soit aux parents. Et c'est des jeux d'alliance qui permettent de faire passer des messages ou des choix pour mettre les gens en difficulté. J'ai rencontré des parents d'élèves, ceux qui sont montés en association, justement, qui me disent « Monsieur Gauthier, c'est bientôt le conseil d'école, on a plein de questions à vous poser. » J'aurais dit « Mais on n'est pas obligé d'attendre le conseil d'école pour se poser des questions. » Et je dis « En plus, le jour du conseil d'école, moi je ne suis que technicien, je ne suis pas élu, je dis, le jour du conseil d'école, on n'aura pas de réponse à vous apporter. Il faut que ça passe par les élus, il faut que ce soit travaillé, que ce soit traité. » Et du coup, elle m'a dit « Ah bon, on peut se voir avant le conseil d'école, on peut en débattre, on peut questionner tout ça. » Et pour le coup, ça a donné des conseils d'école qui étaient beaucoup plus vivants et constructifs que uniquement… c'est pareil, hein, l'évaluation des écoles a permis aussi ces échanges-là avec les enseignants, se dire que nous, conseil d'école, ce qu'on ne veut pas pour la mairie, c'est qu'on nous fasse l'étendue de chaque sortie de classe pour montrer ce qui a été fait avec le financement de la mairie. Ça se transforme en une espèce de concours de zizi pour dire celui qui a bien utilisé les sous. Moi, je dis, il n'y a aucun intérêt pédagogique, il n'y a pas d'enjeu qu'on fasse une sortie à la patinoire, à la piscine, et il n'y a pas de sens derrière, il n'y a pas de projets éducatifs qui sont en lien avec ces sorties-là. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, hormis faire plaisir aux parents parce que les enfants sont allés au parc du Petit Prince, ils ont pris le bus et ils vont s'en souvenir toute leur vie parce qu'ils n'y vont pas d'habitude. Donc, il y a aussi comment on fait équipe, comment on fait des jeux d'alliance. Hein, c'est pour ça que l'équipe enseignante, aujourd'hui, vient en nombre sur les conseils d'école. Donc, ils prennent vite le pouvoir sur ces espaces-là. Et pour autant, quand on essaie de construire des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, on n'a plus forcément les enseignants qui sont présents sur la construction des temps parce que ce n'est pas sur les temps scolaires, parce que ce n'est pas sur des temps. Il y a aussi cette crise d'émancipation, enfin de vocation, pardon, qu'il faut aussi montrer aux parents, surtout ces parents qui s'investissent, de se dire que ça ne se joue pas que sur le temps scolaire ou périscolaire. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Alors, il y a une deuxième réaction sur ce sujet-là, Monsieur Dubroca, et je pense que ce sera, on va avancer vers le mot de la fin parce que l'heure tourne. Alors, j'ai encore deux personnes qui veulent parler, Monsieur Dubroca et Annie Lannes. Donc, Monsieur Dubroca, allez-y, si vous pouvez enlever, voilà, ouvrez votre micro. Je suis désolé de reprendre la parole encore une fois, mais là, c'est un petit peu au cœur du sujet de mon association, qui est une école nouvelle de la citoyenneté. Donc, je ne vois pas l'idée de citoyenneté sans conflictualité. Finalement, la citoyenneté, et le fonctionnement démocratique, c'est ce qui nous permet de gérer la conflictualité qui est inhérente à tout rapport entre les gens. Mais peut-être qu'on a une représentation de la conflictualité, et d'autant plus récemment, comme quelque chose qui nécessairement amène à la violence. Or, pas du tout. La conflictualité, ce n'est pas la violence. Mais à condition de ne pas laisser monter les tensions pendant des temps. Et là, cette référence que Paul Gauthier donnait sur les temporalités, finalement, de l'intervention des parents, elles sont vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire que si on laisse les tensions monter sans réponse, effectivement, le conflit devient très violent. Mais par contre, je pense que l'action, l'envie de participer, l'envie de travailler en collectif ne peut naître que de l'idée de conflictualité, de la nécessité pour l'individu de se grouper pour représenter un poids, donc avoir un rapport de force. Hein, l'institution au niveau national de l'école, c'est un poids considérable, finalement, pour que des citoyens, des parents puissent, et des enfants qui puissent intervenir dans tout cela. Il faut être conscient qu'il y a un rapport de force qui ne leur est pas favorable au départ. Et donc construire par la capacité à dialoguer ensemble
je dirais même hors de l'école, à construire des représentations et à s'interroger. De la même manière que je voulais rebondir sur cette idée d'émancipation. Je trouve que, par exemple, quand un enfant dépendant finalement des bonnes ou des mauvaises notes qu'on peut lui donner dans le cadre scolaire commence à considérer l'accès au savoir comme l'objet d'un désir et pas simplement le fait de se mettre sous la sanction, il y a une forme d'émancipation par rapport à l'autorité, tout en assumant finalement le désir et ces choses-là. Et je pense que c'est un des processus essentiels à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des luttes à mener, luttes pour avoir la parole, pour acquérir du savoir, pour s'en servir dans sa vie, pour avoir une vie intéressante. Et ça ne peut pas venir sans conflit au départ, parce que les rapports de force y sont posés. Le fait d'être dans un quartier ou dans un centre-ville, ça va jouer. Le fait d'être dans la famille dans laquelle on va naître, ça va jouer. Donc les rapports de force, ils sont inhérents à ce qu'on reçoit finalement au départ, et on a besoin de les prendre en compte pour trouver sa place. Donc voilà, je trouve que ces deux notions sont liées et indispensables à considérer. Merci. Annie, il y avait ta main levée tout à l'heure. Je ne sais pas Oui. si tu voulais intervenir. Oui, très rapidement, parce que c'est dans le même sens aussi que ce que dit Monsieur Dubroca. Effectivement, moi, je pense aussi que le conflit est nécessaire au bon sens du mot du conflit. Et je trouve que quelquefois, la notion de coéducation telle qu'elle est présentée aurait tendance à gommer la nécessité de ce conflit, parce que c'est un des risques, c'est-à-dire de se dire, bon, il faut qu'on coopère, qu'on collabore, enfin, tous les mots qui utilisent ce cum là, et en fait, on oublie que pour y arriver, il y a discussion, il y a échange constructif, bien sûr, mais enfin, ça peut passer effectivement par le conflit. Enfin, et je trouve que c'est presque un risque parfois, effectivement, de nier cette nécessité du débat, de l'échange, évidemment, dans la mesure où il ne s'agit pas de violence. Mais voilà, oui, pour moi aussi, le conflit est important, mais quelles que soient les choses, hein, on parle de conflit cognitif quand on apprend des choses aussi, c'est vraiment ces confrontations qui sont des leviers. Donc oui, attention à ce qu'on comprenne bien effectivement l'idée de coéducation sans évacuer la notion de conflit. Merci. Merci Annie. On va clore sur ces échanges. Alors, je remercie l'ensemble des participants. Je remercie nos deux intervenants, donc Annie-Laine et Paul Gauthier, et Inès et Benjamin pour l'organisation aussi à la fois technique et à la fois organisationnelle et même, on va dire, qualitative de ces échanges. Vous allez retrouver, donc ça a été enregistré, donc vous pouvez retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube de Trajectoire Ressources, où le lien sera noté aussi dans la prochaine newsletter. C'est ça, Inès, hein, je pense que c'est bon. Voilà, vous pouvez aussi faire connaître cet enregistrement autour de vous. Eh bien, je vous remercie à tous sincèrement et je vous souhaite une bonne continuation de journée et au plaisir de vous retrouver sur un prochain Oxygène. Merci à toi. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.